Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 22e live, le 10e de la saison 2. Très heureux de vous retrouver en ce 29 octobre 2024. Encore beaucoup de questions sont arrivées, je vous en remercie. Preuve que ce rendez-vous, comme vous l'avez dit dans l'enquête informatique du mois de juin dernier, est un moment de rencontre important qui, je le rappelle, complète les autres moments de rencontre que nous avons. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur les nouveaux formats des réunions de quartier que nous lançons avec Max Rostand dès ce 31 octobre pour le quartier du Rieux. Tous les quartiers suivront bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez en direct me poser toutes vos questions sur direct@alès.fr, direct@alès.fr, que je réponds à toutes les questions, qu'elles soient sympathiques ou moins. Comme d'habitude, je n'éluderai aucune question. Le dernier Facebook Live du 24 septembre, me dit-on, a dépassé les 2000 vues, c'est quand même la preuve que ce format intéresse quand même grand nombre de nos concitoyens, et c'est une bonne chose. Et donc nous démarrons par une question de Lucie par mail. Bonjour monsieur, je passe tous les jours devant les halles de l'abbaye, les travaux avancent, pourrait-on avoir plus de renseignements? Nous habitons avec mon mari Grand Rue Jean Moulin, nous pouvons voir tous les jours l'avancée des travaux, même question, pourrait-on avoir plus de renseignements? Nous avons hâte de pouvoir profiter de tous ces nouveaux aménagements, merci pour ce que vous faites. Merci, ça commence bien, c'est sympa. C'est la première fois que j'ose vous poser une question pour le direct, j'espère que vous me répondrez, je regarde autant que possible le dernier mardi du mois, cela me permet d'en apprendre beaucoup sur notre ville. Merci bien monsieur, bonne soirée, Lucie V. Ben écoutez, chère Lucie, merci tout d'abord pour votre question et pour vos remarques. J'espère que les réponses que j'apporterai ce soir iront dans ce sens-là d'une meilleure information. Alors, pour répondre à vos questions, tout d'abord le marché de l'abbaye. Et je vous remercie de me poser cette question puisque beaucoup me la posent en ville, vous l'imaginez bien. D'une part, ça me permet de répondre à parfois des fausses informations qui circulent, à savoir qu'il y aurait du retard sur ces travaux. À l'heure où nous parlons, et croyez-moi qu'avec Max Roustan, nous suivons les travaux de très très près, je peux vous dire que nous sommes à l'heure pour l'instant et que les travaux de réhabilitation des halles se déroulent normalement. Les travaux de consolidation du parking ont débuté et les travaux du marché à proprement parler sont bien en fonctionnement comme le planning le prévoit. Donc, si tout se poursuit correctement, si nous n'avons pas d'intempéries extraordinaires, ce que nous souhaitons bien sûr toutes et tous, je vous rappelle que c'est le 7 mai prochain, 2025, est programmée la commission de sécurité, et donc les halles devraient ouvrir dans les jours qui suivent, en fonction des remarques faites par la commission de sécurité, qui, je n'en doute pas, seront toutes favorables, vu les travaux que nous engageons. Concernant les travaux de la Grand Rue Jean Moulin, là aussi, pour y passer quasiment tous les jours, et surveiller ces travaux de très près. La deuxième tranche est à l'heure, hein, donc elle sera livrée dans les prochaines semaines, avant la fin de l'année. Donc vous avez pu voir que nous avons remis déjà en fonctionnement la partie voirie, hein, qui nécessite encore la couche de finition, mais c'est quelque chose qui est fait assez rapidement. Les espaces verts sont en train d'être plantés. Vous avez vu aussi parallèlement que les travaux d'isolation des façades des HLM sont en cours, là aussi, avec ces grands échafaudages. Donc là aussi, tout se déroule correctement jusqu'à présent. Donc à l'issue de cette deuxième tranche, la troisième, et on va avancer vers le Pont-Vieux et finir normalement, si tout va bien, fin du premier semestre de l'année prochaine. Donc on va dire qu'au mois de juin prochain, la Grand Rue Jean Moulin sera totalement réhabilitée dans le cadre, je le rappelle, du renouvellement urbain, que parallèlement des travaux sont faits sur les immeubles, sur les copropriétés aussi, hein. Il y a des travaux qui sont portés par les propriétaires privés et qui fera, j'en suis de plus en plus sûr, une rue assez exceptionnelle du cœur de ville. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux d'entre vous que je rencontre quasi quotidiennement dans cette rue me font part très régulièrement de leur satisfaction sur ces très très beaux travaux qui poursuivent le réaménagement de la ville, du cœur de ville, mais pas que, puisque je le redis aussi, même si beaucoup est investi sur le cœur de ville, l'endroit où tout le monde se retrouve, l'ensemble des quartiers de la ville sont concernés par ces travaux de réhabilitation commencés il y a plus de 30 ans maintenant et dont nous aurons en février, je commence déjà à l'annoncer,
à fêter ces 30 ans de mandat de Max Roustan et de son équipe autour de lui, qui a réhabilité et transformé notre belle ville d'Alès, qui continue à attirer de plus en plus de nouveaux habitants. Nous attendons là aussi dans quelques semaines les résultats du recensement pour l'année 2024 et à n'en pas douter, une nouvelle fois, nous allons accueillir de nouveaux habitants nombreux sur cette ville, preuve, s'il en est, de l'importance de ces villes à taille humaine, comme Alès et d'autres villes que je défends fortement partout où je peux le faire, parce que je suis persuadé que l'avenir de la France, des Françaises et des Français, passe par ces territoires à taille humaine où il fait bon vivre, même si bien souvent, j'ai l'occasion là aussi de le dire régulièrement, je trouve que nous ne sommes pas traités à notre juste valeur et que beaucoup trop est fait pour les métropoles et pas assez pour nos territoires ruraux, urbains, périurbains, qui accueillent pourtant la grande majorité de nos concitoyens, des Françaises et des Français qui vivent chez nous. Donc, soyez assurés en tout cas de mon engagement fort et clair pour défendre ces territoires et poursuivre leur développement. Voilà ma chère Lucie. Alors maintenant, Sarah par mail. Bonjour Monsieur Rivinc, je vous écris ce mail car je tiens à vous remercier. Ben, c'est sympathique. Je regardais votre vidéo sur le parcours de soins, ah oui, et suivi du cancer du sein à l'hôpital S. Merci de mettre en lumière ce fabuleux personnel et de faire prendre conscience à tous que le centre hospitalier est très bien et qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Oui, c'est compliqué partout d'avoir accès à la santé, les généralistes, etc. Mais c'est encore qu'à Alès où je trouve qu'on est plutôt pas mal loti. Merci encore, Sarah B. Alors, merci ma chère Sarah pour cette remarque. Tout d'abord, pour me permettre de parler, bien sûr, de ce mois Octobre Rose qui termine dans quelques jours. Mois de prévention du cancer du sein, donc j'en profite pour rappeler toutes celles qui nous regardent que la prévention est essentielle, qu'aujourd'hui à peine moins d'une femme sur deux fait de la prévention, notamment sur le cancer du sein, et qu'un cancer pris suffisamment tôt a de chances très très importantes d'être guéri. Plus les cancers, quels qu'ils soient, sont pris tôt, plus ils sont guéris. Alors vous revenez sur l'hôpital d'Alès et sur la vidéo que j'ai souhaité mettre en ligne pour mettre en valeur ce personnel de l'hôpital d'Alès et mettre en valeur surtout ce que nous pouvions trouver ici sur Alès. Je vois que cette petite vidéo s'affiche dans le coin de l'écran. L'idée pour moi était de juste expliquer aux habitants de ce territoire que contrairement à ce qu'on peut penser, on peut trouver ici toutes les spécialités qui nous permettent de prendre en charge les maladies, même les plus graves comme les cancers, et tout sur place, puisque nous avons, je profite pour le redire, ici sur place, avec de nombreuses associations, hein, comme les guerrières, les marraines, les Amazones par exemple, qui aident les femmes dans cette période difficile de leur vie, à pouvoir avoir accès aux meilleurs soins et aux traitements, on va dire, psychologiques d'accès. Nous avons la chance d'avoir un centre d'oncologie de très haut niveau sur cet hôpital, avec des soignants, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignantes qui nous accueillent sur, là aussi, un service à taille humaine qui permet de prendre en compte toutes les patientes. Mais effectivement, nous ne traitons pas que le cancer du sein. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir des chirurgiens, gynécologues, qui malheureusement, quand on en arrive là, peuvent faire les ablations mammaires et aussi la reconstruction. On peut, dans 95% des cas des cancers, être soigné parfaitement, comme dans l'ensemble des grands centres hospitaliers sur le territoire d'Alès, avec quand même pour principal avantage le fait de pouvoir être soigné à proximité du domicile. Nous savons bien que dans ce genre de maladie, le fait de partir dans des grands centres, loin de sa ville, de l'endroit où l'on vit, de sa famille, eh bien, est toujours très traumatisant, et c'est une des raisons pour lesquelles parfois les personnes ne vont pas se soigner. Nous avons tous les équipements, vous voyez là un mammographe 3D comme on en trouve dans tous les centres hospitaliers. Vous voyez une radiologue là, qui fait des interprétations. Nous pouvons faire les biopsies sur place et puis bien sûr traiter. Et puis après, il y a les soins de suite avec une équipe de soignants qui accompagnent au niveau psychologique, au niveau de la nutrition, au niveau du suivi des patients. Donc malheureusement, pour les quelques pourcentages de femmes qui, après ces détections, sont déclarées positives au cancer, nous avons un parcours de soins qui permet de rester là. C'est une bonne chose. Vous savez que ce centre hospitalier, dont j'ai l'honneur de présider le conseil de surveillance, est un centre hospitalier qui recrute de plus en plus de médecins, malgré
bien sûr la difficulté que nous avons avec aujourd'hui le nombre de médecins dans notre pays, ici comme ailleurs, avec les problématiques. Vous le savez aussi, dans l'enquête que nous avons menée au mois de juin dernier, la santé est votre principale préoccupation, comme elle est la principale préoccupation dans tous les sondages qui sont faits des Françaises et des Français. C'est pour ça que je me suis engagé en lançant les États généraux de la santé, mais aussi avec le contrat local de santé. Je signe pas plus tard que demain après-midi avec le directeur général de l'ARS, l'acte 4 de ce contrat local de santé qui doit nous permettre d'améliorer toujours le système de soins sur le territoire en attirant de plus en plus de nouveaux soignants, médecins ou autres, qui viennent sur ce territoire. Aujourd'hui, sur le centre hospitalier d'Alès, de très très nombreuses spécialités sont dispensées. Il y a plus de 180 médecins sur ce centre hospitalier, des spécialistes, des généralistes en médecine qui nous accueillent en cas de besoin. Seul petit bémol en ce moment, c'est le problème que nous connaissons sur les urgences, qui ne connaissait pas de problème jusqu'à il y a quelques jours, avec le départ et la maladie de quelques médecins, avec une régulation qui sera mise en place notamment demain soir. Mais la régulation ne veut pas dire fermeture des urgences, la régulation veut dire qu'effectivement, vous avez une personne qui vous oriente et qui, bien sûr, qui vous envoie sur les urgences, où des médecins accueilleront les personnes nécessitant ces urgences. J'en profite, puisque nous parlons de santé, pour vous redire aussi que là aussi, nous avons, par la communication, par la recherche de nouveaux médecins, une politique très dynamique que nous mettons en place avec l'ensemble des soignants, avec Reseda, ce fameux réseau de santé, 1200 professionnels de santé rassemblés au sein de ce réseau, unique en France, et qui permet là aussi d'attirer à nous des médecins. En ce moment, nous avons par exemple à l'hôpital d'Alès 34 internes, c'est un record. Nous en avions sur la précédente promotion 30, mais auparavant, il y a 2-3 ans, nous avions 3, 4, 5 internes. Là, nous arrivons à attirer beaucoup plus. À nous de faire en sorte que la plupart de ces internes puissent ensuite s'installer définitivement sur ce territoire. C'est ce à quoi nous travaillons en créant, là aussi, où c'est nécessaire, des centres de soins, en mettant en synergie tout le monde, en investissant là où il n'y a pas d'autre choix, dans les cabines médicales, enfin voilà. Et d'ici quelques semaines, j'aurai l'occasion peut-être de refaire un petit film comme ça très informatif, je le souhaite, qui vous permettra de découvrir peut-être comment aujourd'hui consommer la santé sur ce territoire. Nous le savons, c'est à nous, à chacun d'entre nous, de faire un effort sur la consommation de soins, notamment sur la fréquentation des urgences, à n'y aller qu'en cas d'absolue nécessité, bien sûr avec la maison médicale de garde que nous allons reconstruire. Les budgets sont votés, les travaux vont bientôt démarrer. Donc voilà, il y a toute une politique globale en matière d'amélioration de la santé. La seule chose que nous ne pouvons pas faire, que je ne peux pas faire, c'est former des médecins. Nous n'avons pas d'université bien sûr, de médecine à Alès, mais il y en a pas très loin. Et puis, avec la fin du numerus clausus, nous savons que nous espérons qu'il y ait de plus en plus de médecins, et j'appelle aussi les jeunes à ne pas hésiter à se lancer dans ce type de formation très importante. Et j'en profite aussi pour vous dire que nous avons été choisis par Madame la rectrice pour accueillir au sein du lycée Jean-Baptiste Dumas des options santé qui permettent aux jeunes, de la préparation de leurs études, de leur bac, à lauréat, de se former avec ces options santé et de se donner la possibilité de pouvoir plus facilement accéder à des formations post-bac en matière de santé, que ce soit pour être infirmière, médecin, toutes les autres professions de santé, bien sûr, nécessaires, des kinésithérapeutes, des dentistes, des pharmaciens, dont nous avons besoin et dont on sait qu'effectivement c'est un des enjeux aussi sur la qualité de vie dans un territoire. Et en tout cas, sachez ma mobilisation totale pour poursuivre dans cette thématique qui nous tient à cœur, qui vous tient à cœur, donc qui me tient à cœur, effectivement, puisque c'est quelque chose d'important. Mais je voudrais aussi dire que parfois on a, à tort, le sentiment que plus rien ne va. Alors c'est vrai que moi je suis pas là pour cacher la vérité. Nous avons une démographie médicale, notamment pour la médecine en ville, ce qu'on appelle les médecins de ville, avec une démographie qui avance plus vers l'âge de la retraite que par le début de carrière. Mais parallèlement, nous avons de jeunes médecins de 30, 40 ans qui commencent leur carrière sur Alès, et nous faisons tout pour, bien sûr, conserver. À nous de faire en sorte que ces
médecins, que ces soignants en général puissent se trouver bien ici et veuillent y rester. Et enfin, nous travaillons aussi, et je travaille ardemment avec tous ces professionnels de santé, à faire évoluer le système d'organisation des soins dans notre beau pays. Et là, je lance un appel au gouvernement, à un nouvel ministre que j'aurai l'occasion de rencontrer début janvier, pour que là aussi, nous fassions évoluer à la fois les pratiques et les autorisations. Encore beaucoup trop de projets sont arrêtés, faute de ne pas répondre à la réglementation française qu'il faut faire évoluer. Quand nous avons créé, dans le cadre des États généraux de la santé, par exemple, ce centre de soins de premier recours avec le docteur Amandine Salanova, qui portait ce dossier depuis 3-4 ans, et que nous avons pu labelliser pour une expérimentation il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Il y a plus de 2000 patients qui y sont passés depuis. C'est une nécessité. Comment ne pas s'organiser comme les dispensaires, par exemple, existaient il y a quelques décennies, en faisant en sorte que infirmières diplômées d'État, médecins, aides-soignants, professionnels de santé puissent travailler ensemble pour laisser aux médecins du temps de soins. Du temps de soins. Aujourd'hui, nous savons que l'une des premières préoccupations et problèmes pour les médecins, l'un des premiers problèmes pour les médecins, c'est la difficulté qu'ils ont à s'extraire de l'administratif, à passer beaucoup trop de temps à gérer l'administratif, voire l'accueil des patients, alors que d'autres pourraient faire ce travail. Aujourd'hui, c'est pas possible de par la loi, c'est très compliqué, et donc à nous de pousser tous et de demander des expérimentations, ce que nous faisons pour essayer de moderniser cela. Je rappelle que si nous laissons à tous les médecins en ville 90 ou 100% de leur temps pour soigner, dans ce cadre-là, il n'y aura plus de patients sans médecin traitant sur le territoire d'Alès à très court terme. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, principalement, nous avons des soignants très engagés que je veux une nouvelle fois remercier et féliciter pour cet engagement. Donc il faut bien sûr les préserver, les protéger, qu'ils ne soient pas agressés comme c'est le cas de temps en temps, et nous leur devons bien cette protection. Et puis nous leur devons surtout le fait de les mettre en capacité de pouvoir soigner. C'est à peu près ça. Mais là, vous voyez, il y a plusieurs axes de travail au niveau local et puis au niveau national aussi pour peser, et j'en appelle à nos députés, à nos sénateurs et à nos ministres pour faire évoluer le système. C'est comme ça et uniquement comme ça qu'à très court terme, nous arriverons à offrir à tous ceux qui en ont besoin une capacité de pouvoir avoir accès aux soins. Et donc c'est un combat que je continuerai inlassablement à mener pour ce territoire et pour tous ses habitants. Alors Hervé, sur Facebook, bien reçu l'invitation pour le 31 en Rieux, comment cela va-t-il se passer? Ah bah écoutez, très bien, donc effectivement vous me donnez l'occasion là aussi, cher Hervé, de vous parler sur ce nouveau format des réunions de quartier. Alors sur Alès, nous avons l'habitude, Max Roustan depuis 1996 ou 17, va dans les quartiers pour faire des réunions, donc différentes formes, puis des réunions de rue, puis des états généraux divers et variés, des rencontres, de la co-construction. Tout ça, c'est ce qui a émaillé ces 30 dernières années, qui nous a permis de faire évoluer la ville ensemble, vous et nous. Et donc, nous avons décidé maintenant, pour répondre à une nouveauté, puisque vous savez que depuis 2019 et le Covid, les choses ont un peu changé. 2020, 2021, 2022, c'était compliqué de réunir des personnes. Nous avons continué à aller sur le terrain, mais il était évident que c'est beaucoup plus complexe qu'auparavant, parce qu'il s'est passé des choses depuis le début des années 2020. Donc du coup, nous allons regarder, il y a cette affiche assez humoristique qui va être distribuée dans tous les quartiers, chacun leur tour. L'idée, c'est qu'avec Max Roustan et les équipes de la mairie, nous venions à votre rencontre, là où vous habitez. Le principe, c'est simple, hein, c'est que le matin, on se donne un point de rendez-vous, là où il y a une école, par exemple, on boit un petit café, on échange avec celles et ceux notamment qui vont aller travailler et qui ne pourront pas être là la journée, donc on échange en face à face. Le service proximité numéro vert David Alès sera bien sûr là et prendra toutes les demandes individuelles. L'idée étant d'avoir des discussions collectives sur l'aménagement des quartiers. Puis, au cours de la matinée, nous allons nous déplacer avec un bus qui sera facilement reconnaissable. Alors, je le dis d'ores et déjà, vous pourrez nous arrêter, et là où nous pourrons stopper, nous viendrons à votre rencontre. Nous arrêterons partout où nous rencontrerons soit des problèmes, soit nous apercevrons de quelque chose, nous noterons tout ça. Et puis vers midi, on donnera un second point de rendez-vous
qui nous permettra là aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir le matin, celles et ceux qui entre midi et 2 sont à leur domicile, de venir autour d'un petit verre de vin blanc du territoire, ou surtout de jus de fruits, hein, de pouvoir là aussi échanger avec le maire et moi-même et l'ensemble des services. Donc chaque mois, il y aura un quartier par mois. Donc ce 31 octobre, ce sera le quartier du Rieux par lequel nous allons commencer. Donc il y a un parcours qui est prévu, mais nous pourrons en sortir parce que nous ne voulons pas rester aussi dans le cadre imposé. Autant que de besoin, nous sortirons. Et puis l'idée, c'est vraiment, une fois de plus, de se rencontrer, de répondre à vos interrogations à la fois sur la vie du quartier, à la fois sur la vie de la ville. Donc voilà, le rendez-vous c'est au Myriapol ce jeudi, après-demain 31 octobre à 8 heures. On partira de là et puis en fonction du nombre de personnes rencontrées, ben, nous cheminerons dans le quartier, nous ferons bien sûr un rapport. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que avec le service proximité dont nous reparlerons bien sûr, nous avons aussi un grand nombre d'actions, hein, c'est plus de 25 000 appels annuels au 0800 540 540, 25 000 appels annuels, hein, c'est énorme par jour, avec des questions très faciles à régler pour certaines, d'autres plus complexes, d'autres qui effectivement nécessitent un peu plus ou des budgets ou des choses comme ça, et nous essayons effectivement de répondre du mieux possible à vos attentes avec les moyens qui sont les nôtres. Hein, et puis, dans le cadre aussi de projets un peu plus importants, ce sera l'occasion, le Rieux, rendez-vous avec Max et moi, et bien sûr tous les services, et dans un bus, alors je ne sais pas si on pourra le conduire, mais je trouvais l'illustration sympathique, et surtout de passer là aussi un bon moment ensemble. Voilà, cher Hervé, donc rendez-vous le 31, et puis au mois de novembre, un deuxième quartier, on vous l'annoncera, et puis décembre, un troisième quartier, et puis en 10 mois, nous ferons bien sûr le tour de la ville, des 10 quartiers de la ville. Entre-temps, 0800 540 540. Alors, Gilles DR sur Facebook. Bonjour, pouvez-vous m'éclairer? Ah, j'ai cru comprendre que le nouveau gouvernement allait taper dans le budget des communes pour renflouer les caisses de l'État. Comment cela va-t-il se traduire à notre niveau? Vous allez licencier des fonctionnaires, fermer des sites, augmenter les impôts? On n'y comprend plus rien. Bah écoutez, cher Gilles, moi je vous remercie de cette question. Je me demandais si ce soir certains d'entre vous allaient me la poser, puisqu'effectivement vous avez peut-être suivi les diverses déclarations que j'ai eu l'occasion de faire à la presse. Je suis très en colère, très en colère, je vous le dis, contre l'image que veulent donner certains politiques nationaux, députés, qui comprennent de moins en moins la vie des collectivités, mais aussi médias nationaux, sur la vie des collectivités et sur leur soi-disant gaspillage et sur leurs fonctionnaires territoriaux qui seraient, pour beaucoup d'entre eux, des feignants, toujours en maladie et tout ça. Cela est insupportable et m'est insupportable. Depuis plus de 30 ans, vous savez que j'ai exercé auprès de Max Roustan de diverses fonctions, de directeur de cabinet, puis de directeur général des services de la ville et de l'agglo, aujourd'hui de président. Et donc je peux vous dire que je fais partie sûrement en France des spécialistes de la gestion des territoires. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, lorsque j'étais directeur général des services, nous avons la chance sur les territoires, les communes notamment, les intercommunalités, ce qu'on appelle le bloc communal, d'avoir des fonctionnaires très engagés dans notre vie quotidienne. Je voudrais vous redire cela en 2 mots. Il faut que nous prenions conscience toutes et tous que le seul endroit de France où du 1er janvier au 31 décembre, de 0h à minuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous sommes à votre service. Tous les services des communes, de l'intercommunalité sont présents H24 tout au long de notre vie. J'en veux pour preuve avec quelques exemples. Lorsque nous naissons, c'est à l'hôpital d'Alès en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait? On va s'inscrire à l'état civil, mairie d'Alès. Lorsqu'à la fin, malheureusement, d'une vie que j'espère bien remplie, nous décédons, nous sommes enterrés dans un cimetière municipal. Entre-temps, nous allons à l'école, c'est la mairie dans les écoles primaires, c'est le département dans les collèges qui accompagne, c'est la région dans les lycées, c'est l'État dans les universités, lorsqu'on fait du sport, l'entretien des routes, l'éclairage public, et la sécurité, je vais y revenir, la santé publique, l'ensemble des services aujourd'hui, le développement économique, j'en passe et des meilleurs, ce sont des fonctionnaires territoriaux qui le font. Un peu plus de 2000 agents aujourd'hui sur le territoire. Dans la petite enfance, par exemple, quand vous allez dans des crèches, que vous avez un petit bébé, qui c'est qui vous garde? Ce sont des agents communautaires
Qui vous ramasse les poubelles le matin devant chez vous? Ce sont des agents communautaires. Qui c'est qui assure aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie votre sécurité au quotidien? Et Dieu sait si nous l'avons vu il y a quelques semaines avec l'inauguration du nouveau poste de police municipale, que cela coûte beaucoup d'argent, ce sont les policiers municipaux. Rien que ce service-là, quand nous sommes arrivés en mairie, Max Roustan, en 95, nous avions 3% de nos dépenses consacrées à la sécurité. Nous avions même pas une dizaine d'agents. Aujourd'hui, avec les demandes croissantes de la population, et je crois que sûrement aujourd'hui, je vais encore avoir des questions sur la sécurité, nous avons une centaine d'agents à la place de l'État qui s'est désengagé. Et aujourd'hui, le budget de sécurité entre les caméras, les agents de police municipale, ce qu'on appelle les ASVP, c'est près de 10% de nos dépenses municipales. Moi, je veux bien ce soir lancer un sondage et vous dire, les amis, est-ce que vous trouvez qu'on dépense trop d'argent pour la sécurité? Est-ce que vous pensez que nous avons trop de policiers municipaux? Est-ce que vous pensez que nous avons trop de caméras? Vous savez qu'après la santé, la sécurité arrive dans vos trois premières priorités. Et vous en avez raison, aujourd'hui en France, c'est vrai que la sécurité est une exigence de la population. Et donc nous avons cette obligation. Dans les écoles maternelles où nous mettons des agents, des ATSEM, aujourd'hui nous savons que les parents d'élèves ont besoin que nous mettions une ATSEM par classe pour assister les enseignants de l'éducation nationale. Là aussi, est-ce que demain, il va falloir dire, bah, écoutez, mesdames, messieurs les parents d'élèves, nous ne pouvons plus mettre d'ATSEM dans vos classes. Est-ce que nous allons fermer des gymnases? Est-ce que nous allons moins organiser de festivités l'été? Est-ce que nous allons moins organiser de manifestations culturelles? Va-t-on fermer des musées? Va-t-on fermer la médiathèque? Va-t-on aujourd'hui faire moins de développement économique? Est-ce qu'on va continuer à moins entretenir nos routes? Est-ce que nos réseaux d'eau ou d'assainissement vont diminuer? Est-ce que nous allons moins ramasser vos poubelles? Est-ce que nous allons moins traiter les poubelles que vous ramassez? C'est ça les vraies questions sur le service public de proximité. Mais ça, je suis persuadé que sans en faire le sondage, et peut-être qu'un jour nous le ferons, 80% ou 90% d'entre vous pensent qu'il en faut toujours plus de services publics de proximité. Et nous, personnellement, nous avons fait ce choix il y a 30 ans de maintenir ce service public de proximité qui fait à la fois, bien sûr, le lien social, le développement économique et ce dont nous avons besoin pour avoir une qualité de vie. Alors quand j'entends au niveau national que les fonctionnaires, il y en a trop, peut-être qu'il y en a trop. Mais il n'y en a pas trop, en tout cas dans les territoires, et en tout cas pas à l'Est et à l'Est agglomération. Parce qu'en plus de tout, nous avons inventé ici, et j'y reviendrai dans quelques mois, la mutualisation entre l'intercommunalité et la commune. Ce qui fait qu'il n'y a pas de doublon, il n'y a pas de millefeuille, ce fameux millefeuille dont beaucoup parlent, mais personne ne sait ce que c'est. Un millefeuille, c'est quand on est un certain nombre à faire la même chose. Et en fait, nous ne faisons pas la même chose. Ce que fait la commune, l'agglo ne le fait pas. Ce que fait l'agglo, le département ne le fait pas. Ce que fait le département, la région ne le fait pas. Ce que fait la région, la ville ne le fait pas. Mais en fait, chacun travaille dans ses domaines d'activité. C'est de ça qu'il s'agit. Par contre, au niveau de l'État, j'ai des idées. J'ai des idées parce que nous avons un État un peu obèse. Nous avons un certain nombre de services de l'État qui pourraient largement être diminués. On lit beaucoup de choses aujourd'hui, vraies ou fausses, plus ou moins vraies. On a beaucoup de commentateurs, beaucoup d'experts qui sont experts, comme moi je suis expert je sais pas moi, en patin à glace. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous avons beaucoup trop d'agences au niveau de l'État, nous avons des gaspillages dans la commande publique. Il y a une étude qui a été faite par la Cour des comptes pour montrer que rien qu'en termes d'achat au niveau national de ce qu'on appelle l'UGAP, une espèce de grande coopérative, on dépense 55 milliards de trop par rapport à ce que nous pourrions dépenser si nous faisions appel à des achats localisés et de manière plus simple, pas avec 8036 jours d'appel d'offres et tout ça, 55 milliards. C'est à peu près ce dont l'État nous dit avoir besoin pour boucler le budget. Vous imaginez? Moi, si vous voulez, je vous trouve des économies. En tout cas, il ne faut pas taper sur les collectivités locales. Je veux vous redire quelque chose que je vous ai dit peut-être à certaines reprises, mais qu'il faut répéter. Vous savez, quand l'État donne aux collectivités locales des dotations, ce qu'on appelle les dotations globales de fonctionnement, les DGF, ces dotations globales de fonctionnement, c'est pas un cadeau de l'État aux collectivités pour qu'elles fassent pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut, pas du tout. Ces DGF, c'est le remplacement des impôts que prélevaient dans les années 70 les communes et que l'État a pris en lieu et place des communes et a compensé par ces dotations, réorganisant à l'époque, si vous vous en souvenez pour les plus anciens d'entre vous, le système fiscal français avec des nouveaux impôts qui ont remplacé les anciens. Donc c'est pas un cadeau qu'on nous fait. Donc aujourd'hui, le gouvernement nous dit quoi?
Le gouvernement nous dit, bah, écoutez, il faut que tout le monde fasse un effort, et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse des efforts, tous. Mais les collectivités comme les autres. Et moi je dis les collectivités, contrairement à l'État, et c'est là où je veux aussi vous parler d'un deuxième mensonge, ne font pas de déficit. Parmi les 3000 et quelques milliards de déficit de l'État, les collectivités ne comptent en rien dans le déficit de fonctionnement puisque nous n'avons pas le droit en France de faire du déficit de fonctionnement. Nous faisons du déficit d'investissement que nous devons gager par une épargne brute, c'est comme pour les ménages, hein, c'est le petit carnet de caisse d'épargne qu'on met de côté qui nous permet de payer les emprunts que nous faisons. C'est ça le déficit des collectivités. Et nous, quand nous faisons du déficit, c'est-à-dire que nous empruntons de l'argent auprès des banques, cet emprunt, il nous permet de faire les routes, les écoles, les médiathèques, les musées, remplacer l'éclairage public, acheter des camions pour les poubelles. C'est à ça que sert cet investissement. En aucun cas pour payer les fonctionnaires, contrairement à l'État qui lui emprunte chaque année des dizaines de milliards d'euros pour payer ses fonctionnaires. Donc arrêtons de tout mélanger. L'État doit faire des efforts parce qu'il dépense de l'argent qu'il n'a pas. Nous, toutes les collectivités, je ne parle pas que d'Alès, mais à Alès, on est un peu plus en avance que d'autres. Nous fonctionnons sur ce qu'on appelle les frais de fonctionnement, notamment le personnel et d'autres choses, qu'avec l'argent que nous avons. Donc nous piquer 5 milliards d'euros aujourd'hui, c'est du vol. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un impact, si j'en crois la loi de finances qui est en cours d'examen au Parlement. Ça veut dire que l'an prochain, en 2025, si ce que nous avons étudié se réalise, ce qui veut dire que nous aurons moins d'argent en 2025 que nous en avions en 2023. Qu'entre-temps, il y a une inflation cumulée d'environ 10%, que les salaires ont augmenté par des décisions de l'État d'ailleurs, principalement. Et donc, nous allons avoir des choix à faire et nous allons avoir toutes les communes de France une dégradation de nos comptes qui va conduire certaines collectivités à être dans des situations catastrophiques. Catastrophiques. Ici, comme nous avons géré en bon père de famille, on devrait s'en sortir encore pour 1 ou 2 ans, mais si ça continue, nous ne nous en sortirons pas. Et donc, il faudra faire des choix. Et nous en reparlerions à ce moment-là. J'espère juste que la raison va l'emporter, qu'on va arrêter de prendre l'argent en collectivité. Je vous prends un seul exemple aujourd'hui. Quand on investit, nous aussi on paye de la TVA, qu'on récupère comme les entreprises. Ça s'appelle le fonds de compensation de la TVA. L'année prochaine, l'État a décidé de diminuer ce fonds de compensation de 2%. Pour nous, ça va être quasiment au moins 800 000 euros de recettes en moins sur la ville, sur 40 millions d'euros. Bah écoutez, quelle est la famille qui, aujourd'hui, avec les mêmes dépenses, avec les mêmes recettes qu'en 2023, peut fonctionner de la même manière qu'en 2023? Aucune. Ça sera pareil pour les collectivités. Donc je me bats avec d'autres collègues au sein des associations pour faire en sorte de faire pression sur le gouvernement. Oui, il faut faire des économies au niveau national, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais pas sur les collectivités locales, puisque de toute façon, à l'arrivée, s'il y a moins d'argent à investir, il y aura moins d'emplois à créer, il y aura plus de crises, il y aura moins de retour de TVA sur l'État, il y aura moins d'impôts payés par les sociétés, il y aura une perte de ressources au niveau national et on va rentrer dans ce que j'appelle le cercle vicieux. Donc moi, j'appelle tous les experts de tout poil, des chaînes en désinformation continue, à un peu venir sur le terrain, un peu voir comment on gère une commune, une intercommunalité, un département, une région, et après, ils pourront parler, et uniquement. Il y en a marre, entre les parlementaires qui n'ont jamais été élus locaux pour la plupart d'entre eux avec sa fin de cumul de mandat qui est une catastrophe qu'on est en train de payer, et les experts qui nous racontent la messe tous les matins ou tous les midis ou tous les soirs sans rien y comprendre. Venez nous voir, moi je vous reçois quand vous voulez et je vous fais une leçon des cours d'économie, de finances publiques locales et vous allez voir qu'on va comprendre. Parce que si depuis 30 ans on a réussi à être là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'on a su gérer nos finances. Je le rappelle, mesdames, messieurs, sans aucune augmentation d'impôts depuis 97. Sans aucune augmentation d'impôts depuis 97. Avec la disparition de la taxe d'habitation, ça a été des recettes en moins déjà, compensées certes pour partie, mais aujourd'hui on voit qu'elles sont plus compensées. Et puis, le seul impôt que nous percevons aujourd'hui dans la ville et dans l'agglo, là aussi contrairement à ce qu'on peut penser, c'est la taxe foncière qui évolue chaque année en fonction de l'inflation et qui est fixée, ces taux, ces valeurs locatives sont fixées par l'État, mais qui globalement n'évoluent que de l'inflation. Donc on fait, nous ici sur ce territoire, avec ce qu'on a d'autres collectivités, hein, je vais citer personne, parlons de Paris, la capitale, qui a augmenté de plus de 50%. Ces taxes foncières, ces 3 dernières années, nous c'est 0. Alors certes, on paye tous un peu plus d'impôts, parce que l'année dernière, ça a augmenté de 4,5% de la décision de l'État pour compenser ces inflations. Voilà la vérité des chiffres. Voilà la vraie vérité.
Et donc, à un moment, il va falloir qu'on se pose la question. Alors, est-ce que le gouvernement fait ça en disant, mais comme ça, les maires, ben, ils vont augmenter leurs impôts, ce ne sera pas de ma faute, ce sera de la leur. Ça serait irresponsable, je le dis, puisque vous savez qu'avec Max Rostand, depuis 1997, nous ne souhaitons pas augmenter la pression fiscale. Et donc, c'est quelque chose d'inquiétant. Je vous le dis franchement, c'est inquiétant aujourd'hui pour répondre à toutes les attentes du territoire. Et donc, j'ai Charlie Krebs qui me dit tout à fait. Merci Charlie, vous êtes médecin. Donc voilà, enfin, je vois qu'il y a une question sur le logement social aussi qui est posée. C'est pareil, le logement social, il manque 500 000 logements en France et on fait tout pour nous empêcher d'en construire entre la Loisanne et tout. Enfin, à un moment, faut vraiment que les gouvernants se mettent à la place de ceux qui gèrent sur le terrain. Parce que, comme je le dis, encore aujourd'hui, j'ai croisé 3 personnes en ville qui sont venues me voir pour des problèmes de logement, des problèmes d'emploi et tout ça. C'est nous que les gens voient tous les jours. C'est pas eux. Eux, vous les voyez pas, ni les ministres, ni les parlementaires, vous les voyez jamais. Nous sommes sur le terrain, donc j'ai la faiblesse de penser que nous savons aujourd'hui de quoi il en est. Alors, effectivement, j'avais aussi 2 chiffres à vous donner quand on vous parle des fonctionnaires. J'entends des chiffres au niveau national qui sont un peu inquiétants. J'ai entendu ce matin sur une radio que l'absentéisme des fonctionnaires territoriaux notamment était de 2 points supérieur aux agents du privé. 14% d'absentéisme contre 12%. Donc j'ai demandé ce matin en arrivant, vous voyez, je l'ai sur mon bureau à ma DRH, les chiffres. Pour 2023, le taux d'absentéisme d'Alès Agglomération est de 5,90%. On nous parle de 14% au niveau national, moins de 6%. 12% pour le privé, 6% pour l'agglo et 5,79, donc 6% aussi pour la ville, 7,69% pour le CCAS. Vous voyez que nous sommes très en deçà là aussi, parce que nous avons la chance d'avoir d'excellents fonctionnaires engagés, même si pour beaucoup d'entre eux c'est pas un métier facile. Pas croire qu'être fonctionnaire, c'est attendre dans un bureau un coup de téléphone. Être fonctionnaire, c'est recevoir le public, c'est garder les gamins, c'est garder les petits enfants, c'est d'accueillir la médiathèque, c'est de boucher les trous une fois de plus dans les rues, c'est aussi ramasser les poubelles. C'est des métiers qui sont pour certains pas très facile à faire et qui peuvent nécessiter, là aussi, les gens peuvent être aussi malades, ça arrive, mais nous avons des taux très inférieurs à la moyenne nationale. C'est la vérité, ces chiffres, ils sont vérifiables, je vous dis pas des choses. Voilà, mon cher, bon, vous m'avez permis, alors pour finir votre question, ben non, pour l'instant, on n'a pas l'intention d'augmenter les impôts, je vous rassure. Fermer des sites, ben non, on veut conserver le service public. Licencier des fonctionnaires, ben non. En fait, on ne peut pas licencier les fonctionnaires. Alors peut-être que sur les non-remplacements de certains fonctionnaires qui partent à la retraite, il y aura une étude, parce qu'il y en a certains qui ne nécessitent peut-être pas d'être remplacés, mais il n'y aura pas de licenciement de fonctionnaires, pas d'augmentation d'impôts et maintien des politiques publiques. C'est un choix politique fort, jusqu'à ce que nous puissions éventuellement plus le faire, mais il sera là de la responsabilité du gouvernement. Et si ça continue comme ça, je préviens, je ne mettrai pas au vote les budgets de l'agglo, notamment et de la ville avec le maire, parce que quelque part, si on n'est pas en capacité de le faire, l'État devra rendre des comptes parce qu'ils nous piquent de l'argent et c'est insupportable. Voilà, vous avez eu peu de colère, mais on va continuer. C'est pour ça que je vais intervenir une fois de plus dans les associations d'élus, DCF, où je suis membre du conseil d'orientation, ou à l'AMF, pour porter, moi et d'autres. Je suis pas seul à porter cette voix-là, hein, vous l'entendez. Alors après, c'est vrai qu'il y a des communes beaucoup plus riches que d'autres aussi. C'est vrai que certaines communes, j'en citerai pas, mais dans la région parisienne, ils sont pas à 800 000 euros près. Nous, oui, et pas que nous. Pas que nous. Donc voilà, mesdames, messieurs, mais on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci, cher, je regarde l'heure, il est moins 20, mais vous voyez, c'était important. Merci, mon cher Gilles DR, pour cette question sur Facebook. Alors, Asso, espoir pour tous à l'aise. Question pour vous, monsieur Rivin, quand une visite de votre part, lotissement géré par le maire social, situant un passe Lorraine pour constater de vos prononcés de choses des établissements qui est en état lamentable, un effondrement. Alors, oui, alors c'est un problème particulier, mais je n'élude pas la question, donc je ne suis pas sans ignorer effectivement qu'il y a des lieux, heureusement de moins en moins nombreux, mais notamment celui-là, un pass Alsace-Lorraine, où effectivement le patrimoine des logis Seminole n'est pas en très bon état. Donc il y a des projets, sachez-le. On a parlé en conseil d'administration des logis Seminole dernièrement, donc vous devriez avoir bientôt des nouvelles justement de ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire dans ce quartier pour refaire. Voilà, c'est pas un problème que nous ignorons. Je suis venu, je vous rassure. Hein. Je sais, je connais l'état de ce patrimoine-là. J'en profite pour dire aussi que Logis Seminole est un organisme HLM
plutôt bien géré, qui fait partie des logis bien gérés, des offices HLM bien gérés en France, et que aujourd'hui la plupart de son patrimoine est classé en A ou en B ou en B+, concernant l'énergie, et que petit à petit les 6500 logements feront l'objet de rénovation. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un début, toujours une fin, et promis ça fait partie aussi des choses que nous devons faire. Donc merci de votre question, bravo pour votre implication, votre engagement et votre détermination pour notre territoire depuis tant d'années. Merci, l'assaut LS Sport, vous pouvez compter sur moi. Mika Mendes, bonsoir Monsieur Rivien, je tiens à féliciter la mairie et que vous et Monsieur le maire pour le magnifique été à l'Est. Ben Mika, merci. Ben écoutez, ça fait plaisir. Alors, vous me permettez de rebondir aussi, parce que j'ai eu l'occasion, dans un séminaire de travail avec nos directeurs, de dire que les festivités et l'année culturelle que j'ai souhaité mettre en place à l'Essaglo Seine-des-Mondes est une plébiscitée par les habitants. J'en veux pour preuve, par exemple, la semaine séminole, où avec Max Roustan et les autres élus, nous défilions notamment en ville, costumés, pour participer à cette fête séminole, de voir les personnes nombreuses qui sont venues nous remercier, prendre des photos avec nous, vraiment des gens heureux. J'ai même une dame, et je vous prie vraiment de me croire, j'ai son nom, qui est venue me dire que ça faisait plaisir de voir à quoi servaient ses impôts quand on les payait, et qu'elle vivait seule, et que grâce aux festivités d'été, à la semaine séminole, elle voyait du monde. Eh bien, je vais vous dire un truc, quand vous êtes élu et que vous avez ce genre de retour, c'est très encourageant, parce que quand nous créons tous les soirs des festivités, il va y en avoir à Noël plein, j'y reviendrai le mois prochain, plein d'animations, eh bien c'est avant toute chose pour créer ce lien social, ces rencontres, ce sans quoi une ville n'est pas, et qui fait peut-être, et je touche du bois en disant ça, que cette ville d'Alès est pour l'instant un peu à l'écart de ce que nous vivons dans d'autres communes, est un peu protégée. Alors je touche du bois parce qu'il suffit de dire ça pour voilà. Et de temps en temps, comme je dis souvent, il faut savoir se comparer. Alors tout n'est pas parfait à l'Est comme ailleurs, mais je dis qu'en se comparant, on se rassure parfois. Et quand on regarde la télé, on se dit, pour l'instant, c'est pas nous. Et peut-être que tout ce travail et tout ce lien social et toutes ces rencontres, toutes ces festivités, cette scène nationale, ces musées, cette médiathèque participent de ce lien social qui fait qu'on vit peut-être mieux ici qu'ailleurs, et en tout cas moins mal, ça c'est sûr, qu'ailleurs, et donc que ça continue. Et c'est pour ça que les gens, aujourd'hui, malgré les difficultés qu'ils rencontrent en termes de santé, d'emploi, de pouvoir d'achat, et que nous n'ignorons pas, ces personnes-là, globalement, elles sont moins malheureuses qu'ailleurs, et en tout cas, nous essayons d'y travailler modestement, mais en tout cas avec un entrain non négligeable. Sandova, Eduardo, Emilio, un accueil des nouveaux arrivants sur Alès est-il prévu? Oui, bien sûr. Alors, c'est le 23 novembre à 11 h de mémoire. 23 novembre à 11 h. Donc, pour être invité, tout simplement, en fait, on a d'autres fichiers que les nouvelles inscriptions sur liste électorale. Si c'est pas fait, cher Sandova, Eduardo, Emilio, inscrivez-vous sur liste électorale. Sinon, venez, même si vous avez. Donc, le 23 novembre, c'est un samedi à 11 h. Et nous vous accueillerons avec Max Roustan en salle des états de l'Hôtel de Ville. C'est à l'Hôtel de Ville. Vous êtes les bienvenus pour les nouveaux adhérents, les nouveaux arrivants. Bien sûr, bienvenue. Karine Murat, bonjour, j'aimerais savoir à qui dois-je m'adresser pour demander de faire des travaux pour refaire la digue de chez moi à Chamborigot, afin d'être en sécurité de minimiser le débordement du Lèche au niveau du viaduc, car nous sommes oubliés tant et tant de la route de l'écoulement de la pluie. Et que vous dire, chère Karine, que aujourd'hui, effectivement, quand on voit ce qui s'est passé, principalement pour l'instant pas sur notre territoire ces dernières semaines, mais aussi à Chamborigot et dans le nord de l'agglomération, avec ces pluies diluviennes, à la limite on s'en sort moins mal qu'ailleurs, même si le pont provisoire de Chamborigot a été fermé quelques jours, il n'est pas parti, contrairement à ce que certains craignaient. Et tant mieux, ça permet d'avoir remis en place la circulation. Le département avait agi très vite. Après, c'est vrai qu'il y a toutes ces rivières, le Luèche notamment, mais qui peuvent être dangereuses. Alors, je ne vais pas vous mentir non plus. On est dans l'impossibilité collective de faire des digues sur toutes les rivières et fleuves, enfin, sur toutes les rivières d'Alès agglomération. Il faudrait des milliards d'euros. Pour autant, là, il s'agit c'est AB16, syndicat AB16,
qui gère ces digues et donc l'entretien des cours d'eau. C'est un syndicat de bassin, ce qu'on appelle, c'est basé à Bagnols-sur-Cèze, et qui entretient et crée les digues, comme nous le faisons sur Alès avec le PTB des Gardons et l'agglomération d'Alès. Je veux juste en profiter pour vous dire, chère Karine, imaginez l'importance de l'intercommunalité dans ces cas-là. Et à imaginer l'importance des départements et des régions dans ces cas-là. Imaginez la commune de Chamborigot qui a quand même connu des drames en matière de rupture de pont, par exemple, si elle avait dû seule s'en sortir. Bah, bien sûr qu'il n'y aurait plus aucun pont construit sur Chamborigot, sans le département, l'agglo, l'État. Voilà. Et c'est là l'importance des collectivités locales. Si on n'a plus de moyens, tout ça ne pourra plus être fait. Donc, vous pouvez vous adresser, voyez votre maire, Émile Corbier, qui vous mettra en contact, bien sûr, avec AB16, et puis vous pourriez faire une demande, et je ne vais pas parler à la place du syndicat, mais c'est à eux de gérer ces problèmes de digues. J'en profite pour dire qu'il ne se passe pas un jour sans que nous entretenions nos rivières, avec le PTB, en entretenant la nature, les arbres, en réparant nos digues et nos berges. Voilà, c'est un travail colossal, c'est des millions et des millions d'euros par an, et on s'aperçoit que lorsque c'est pas fait, eh bien, écoutez, on peut aller vers des catastrophes, bien sûr humaines avant tout, mais matérielles également. Et donc, c'est là aussi un engagement fort, et vive l'intercommunalité, vive le travail en commun des collectivités. Et quand on sait dépasser les bisbilles politiciennes qu'on laisse aux Parisiens, hein. Nous, ici, on travaille la main dans la main, tous ensemble. Je le redis, toutes les collectivités, même si on n'est pas sur les mêmes, même si on n'a pas les mêmes visions de toutes les choses, en tout cas, on a la même vision du territoire et de son aménagement. Et donc, j'essaierai de transmettre aussi votre demande. Christophe Aubert, bonjour, pourquoi on ne peut pas avoir de ralentisseur au niveau de Tamaris entre la poste et l'église? Ça roule trop vite, les jeunes on a peur pour notre fille, pardon. Mais écoutez, cher Christophe, c'est une bonne question aussi, ça fait partie des nombreuses demandes que nous avons. C'est vrai que sur les 800 km de la ville d'Alès, nous avons à peu près 800 ou 900 demandes de mise en place de ralentisseurs ou d'écluses. C'est complexe là aussi, on ne peut pas mettre un ralentisseur tous les mètres 50. Déjà, les automobilistes avec ça sont parfois très en colère, les riverains aussi, hein, parce que quand vous avez un ralentisseur devant chez vous, ça tape. Pour autant, la vitesse est un vrai problème. Alors sachez que nous mettons en place beaucoup de contrôles. Alors je ne sais pas, effectivement, je connais bien le lieu, bien sûr, entre la poste et l'église. C'est vrai que quand les rues sont larges, eh ben, on a tendance à aller plus vite, ou quand elles sont bien entretenues et qu'il n'y a pas de trous dedans, on va plus vite, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les trous, mais enfin quand même, c'est vrai. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, cher Christophe, venez nous rencontrer à la réunion de quartier. De toute façon, on va regarder aussi ce problème pour voir si on peut mettre un ralentisseur ou deux ralentisseurs sur ce quartier de Tamaris que nous aimons et que nous n'abandonnons pas. Ça me permet de dire, parce que j'ai reçu il y a 5 minutes avant l'émission une question sur Tamaris de Franco-Philippe Noah qui me dit... Bonjour, je viens de lire un article du journal de la Marseillaise qui relate la fermeture d'un bureau de poste en balance de Tamaris et de Clavières. Apparemment, celui qui a suscité votre défaveur est celui de Tamaris. Pourquoi? Pour des raisons électoralistes. La ville d'Alès manque cruellement de services publics. Avez-vous, dans ce cas précis, une solution de remplacement? Bon, déjà, cher Franco, la question est un peu tendancieuse, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut se parler. Alors, je vais vous dire un truc, nous, on veut rien fermer du tout, je vous rassure. Et nous, les grands défenseurs du service public local, ça m'étonnerait que vous m'entendiez un jour valider la fermeture d'un service public, hein, la poste ou autre chose. Il se trouve, et ça tombe bien cette question, parce que, vous voyez, j'avais sur mon bureau hier, si je le retrouve, une note de la poste. Voilà, vous voyez, c'est ça, qui nous a été amené. Diagnostic partagé, présentation de présence postale à la ville d'Alès. Donc la ville d'Alès n'a rien choisi. Mais il s'avère que la Poste, qui a fait une étude, alors c'est son étude, la fréquentation, le truc, semble nous dire qu'il y a un bureau de poste de trop à Alès. Vous savez qu'il y a 3 bureaux de poste, Alès principal, avenue Général de Gaulle, Clavières et Tamaris. Et la Poste, dans son redimensionnement, on l'entend au niveau national, est en train de vouloir fermer des postes un peu partout en France, parce qu'a priori, il y a de moins en moins de courriers, et ça c'est une réalité par contre, et il y a de moins en moins de fréquentation. Donc ils se posent la question, ils ont fait des études de fréquentation, et ils semblent dire, eux, pas la ville d'Alès, que la poste de Tamaris semblerait a baissé énormément sa fréquentation depuis 2019, et que le maintien d'un bureau de poste ne se justifie pas.
Alors, très sincèrement, je vais vous dire, je ne valide pas ça. Je ne valide aucune fermeture, Max Roussan non plus. Nous ne validons aucune fermeture et nous demandons à la Poste de trouver les solutions pour maintenir un service public de proximité là où ils sont aujourd'hui, donc à Tamaris comme à Clavières. Après, la Poste est une entreprise nationale, ils ne sont pas élus du territoire, ils sont à Paris et ils prendront les décisions une fois de plus et on va crier, on va hurler, mais ils n'en auront rien à faire de nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut soit faire des contre-propositions, soit proposer justement des services publics connexes qui permettraient d'attirer un peu plus de monde et faire en sorte que la Poste puisse investir de nouveaux services. C'est ce à quoi nous travaillons avec Martine Magne, avec voilà, nous avons rencontré la Poste et nous essayons de tout faire pour maintenir à Tamaris comme à Clavières. Puisque pour l'instant, Alès principal n'est quand même pas remis en cause, parce que là, voilà, ça voudrait dire que Alès est rayé du monde, de trouver des trucs. Donc nous nous battons, donc nous n'avons pas validé le truc, donc soyez rassurés, voilà. Bon, après, vous savez, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse, hein, voilà. Alors je dis pas que ça va pas être le cas, mais parfois, c'est vrai qu'effectivement, j'attends des gens qu'on fasse plus des propositions constructives, que des critiques systématiques, surtout quand elles sont fausses. Je ne vois pas pour quelles raisons électoralistes nous fermerions Tamaris. Je vous le dis, pour des raisons électoralistes, je veux laisser ouvrir Tamaris, bien sûr, comme tous les services publics. Dites-vous bien qu'on n'est pas cher Philippe ou cher Franco. Voilà, donc c'est dit, mais on continue à se battre et pour essayer de sauver la poche. J'espère que nous y arriverons, mais aussi il faut y aller au bureau de poste parce que c'est la fréquentation qui est prise en compte. Donc il faut y aller pour s'en servir, hein, parce que c'est comme tout, hein, si on s'en sert pas, ça s'use. Et après, c'est le prétexte pour fermer. 51, voilà, il me reste encore quelques questions de Lova Ami par mail. Comment comptez-vous gérer la mendicité en centre-ville? On ne peut pas se déplacer en paix sans être abordé de nombreuses fois. Des attroupements, on ne se sent plus en sécurité entre les bagarres, je pense, et les demandes pressantes d'avant. Ben, cher Lovami, c'est vrai que c'est aussi là une question qui vient de façon récurrente. J'aurai l'occasion aussi dans quelques jours de vous montrer ce que nous mettons en place. Ça a été dit, Max Roustan l'a annoncé, la création d'une brigade tranquillité dans le cœur de ville d'Alès notamment, qui est présente déjà en permanence sur le cœur de ville pour justement répondre à ces questions en étant présente sur le terrain. Je vous rappelle que par un simple appel en moins de 2 minutes, les agents de la police municipale sont présents. Après, nous avons un souci, ici comme ailleurs, et là aussi quand on se compare, on se rassure. Alors, bon, c'est pas le tout quand on va se promener, parce que j'aime bien regarder aussi ce qui se fait ailleurs pour voir si ce qui se passe à l'Est est unique au monde. Ben, on se rend compte que c'est même pas aussi pire que ce qu'on voit dans des villes voisines que je ne citerai pas pour pas avoir des courriers de mes collègues maires. Là. Pour autant, si vous voulez, vous venez avec moi, j'irai vous présenter quelques lieux où, effectivement, à côté, on se sent encore plus dans la sécurité. Toutefois, j'aurai l'occasion dans quelques jours de vous donner, de vous expliquer comment nous travaillons, vous dire que nous sommes hyper présents. Je vous ai parlé tout à l'heure de centaines de fonctionnaires de police municipale qui, à vélo, en voiture, à pied, sont tous les jours en ville et dans les quartiers de la ville en soutien de la police nationale, que beaucoup, je vous donnerai les chiffres aussi que j'ai demandé, beaucoup d'interpellations, de verbalisations sont faites. Et puis après, il y a des lois dans ce pays. Et voilà, il y a des lois. Alors on peut être en colère contre ces lois, il suffit aux parlementaires de les changer. Mais il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Vous savez, nous sommes dans un état de droit et moi-même, maire adjoint, président de l'agglomération, je n'ai pas tous les pouvoirs pour faire tout ce que parfois j'aimerais aussi pouvoir faire comme vous, en mettant des coups de pied aux fesses gentiment à certains qui embêtent les passants et les passantes. Mais sachez qu'entre les caméras, qu'entre tout ça, tout est sous surveillance. Je vous donnerai aussi les chiffres sur les agressions réelles. Hein, alors, et vous verrez qu'on n'est pas à Chicago ici, mais je conçois tout à fait que parfois certaines heures, certains lieux puissent faire peur. Et nous y travaillons, donc on va déployer encore des nouvelles idées, du personnel. Alors d'un côté, on voulait me faire licencier sans fonctionnaire, on me baisse mes budgets et il faut que je mette plus de policiers municipaux. Donc voilà, c'est une équation complexe, hein, mais on y arrivera et on va essayer d'améliorer toujours cette sécurité. Ça fait partie aussi de nos engagements santé, sécurité, développement économique, qualité de vie, festivité, culture, sport. Voilà, tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons quotidiennement avec les élus et les services et tous les beaux fonctionnaires d'Alès Agglomération. Mais je lis la question et je la prends avec plaisir. Sophie par mail, j'ai une question concernant le tri. Comment puis-je obtenir une poubelle jaune, pas les sacs, mais une poubelle car je souhaite mieux faire le tri et un sac ne suffit pas.
Alors, chère Sophie, on ne peut pas mettre des poubelles jaunes partout, tout le monde. Mais appelez le numéro vert si vraiment vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup de personnes, dans un collectif par exemple. Dans ce cas-là, on peut mettre une poubelle jaune, mais pour tout le monde. Après, le sac jaune, vous n'êtes pas obligé de mettre qu'un seul sac jaune. Moi, je suis au sac jaune chez moi et je mets, comment dire, ah, j'ai vu un pouce s'afficher, c'est le mien ou pas? Non, je pense que c'est. Et puis, on peut mettre un ou deux sacs jaunes. Voilà, moi, il m'arrive des semaines de sortir 2 sacs jaunes le mardi soir. Voilà, et les poubelles jaunes, déjà, ça coûte très très cher, il faut les ramasser, alors que là, c'est tous les mercredis matins, dans toute l'agglo, là où il y a du sac jaune, on ramasse les sacs jaunes. Et j'en profite, chère Sophie, pour vous dire qu'il faut continuer à trier. Nous ne trions pas assez. Nous ne trions pas assez. Il faut aller encore plus loin. Les emballages, tous les emballages dans les sacs jaunes, le papier, les cartonnettes dans les bleus, le verre dans les bacs à verre, les biodéchets dans son éco-composteur, quand on en a un, mais en tout cas pas dans la poubelle grise, et puis la poubelle grise, à la fin, les déchets ultimes, dans le bac, généralement vert ou noir, que nous avons chez nous. Si on fait tout ça, on économisera des millions d'euros. C'est une des solutions, d'ailleurs, je le rappelle, je le dis souvent, pour pouvoir, faire des économies et donc pouvoir faire plus de choses, puisque cet argent, soit on en rend une partie aux habitants, soit on le réinvestit dans des services publics de proximité. Mais enfin, vous pouvez appeler le numéro vert 0800 540 540, faites votre demande et si ça le nécessite, on vous livrera un bac jaune. Mais il y a des règles, bien sûr, pour les bacs jaunes. Je vous rappelle les déchetteries aussi très importantes. Estelle, Océane, quelle heure il est? Il nous reste peu de temps, mais oui, je vais arriver au bout. Je me suis dit bien que c'est une idée. Je trouve la gare routière n'est pas belle. J'espère un jour cette gare routière doit être rénovée, de mettre en valeur avec le transport de bus et les cars, de mettre un arrêt avec les horaires, avec les cars qui viennent de l'extérieur, comme devant le lycée Jean-Baptiste Dumas. Il faut être réaliste, la gare routière a besoin d'être rénovée. Alors, chère Estelle, Océane, vous avez raison. Et donc, nous avons un grand projet de rénovation de tout le parvis de la gare avec la gare routière. Alors, il y a des débats, là, on a des débats à savoir est-ce qu'on va démonter cette gare routière. Certains me disent, mais non, c'est un monument d'Alès. Mais ça empêche beaucoup de flux de bus, parce que du coup, les bus, vous voyez, ne le passent pas. Ça permet aussi aux personnes de s'abriter lorsqu'il pleut. Et moi, cette gare routière, elle ne me dérange pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on fait une gare plus moderne? Voilà, tous ces plans sont en train d'être étudiés. Il nous faudra des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros pour tout faire. Donc, ça sera la place Sémar, la gare routière. En matière de bus et de transport, je peux vous garantir, depuis 4 ans, j'ai excessivement développé le transport en commun, en renforçant les navettes, en créant des nouvelles lignes, en mettant une 3e navette gratuite en centre-ville, en renforçant sur la périurbanité les petites navettes qui globalement aujourd'hui vont de plus en plus loin et de plus en plus souvent. Donc, c'est déjà des centaines de milliers d'euros que nous avons pu investir et j'ai fait le choix de développer avec les élus du SMTBA ces transports en commun. Et d'ailleurs, là aussi, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à fréquenter les transports en commun. C'est pas le cas dans toutes les villes, c'est pour ça que je le dis. Et donc, écoutez, on en est heureux, il faut encore aller plus loin. Je rappelle que maintenant, il y a le M-Ticket, il y a les abonnements. Donc, avec votre portable, vous n'avez plus besoin d'acheter un ticket papier. Il peut y avoir des abonnements. Enfin, tous les outils modernes sont là. Et puis, je vous rappelle aussi, chère Estelle Océane, le vélo, c'est bien. Alors moi j'en parle en connaissance de cause parce que vous le savez, je me déplace en ville en vélo, sauf quand il déluge bien sûr. C'est hyper pratique et en plus vous avez vu on a mis en place et j'ai souhaité mettre en place des casiers sécurisés, encore peu utilisés, alors on va renforcer la com dessus parce que tout le monde ne sait pas encore ce que c'est. Et donc c'est gratuit pour 4 heures, vous mettez votre vélo, clac clac, vous fermez, on ne peut pas vous le voler, vous le récupérez, vous allez sur place. Dans les parkings de structures, il y a aussi des emplacements devant les guitounes avec les ASVP qui vous surveillent vos vélos. Voilà, il y a plein de nouveautés aujourd'hui. Tout ça est disponible bien sûr sur Allez-y, sur le site Allez-y, vous avez tout ça. Nouveaux tickets, nouveaux services, nouveaux horaires, parc à vélo. Utilisez le vélo, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Je peux vous garantir que je me suis déplacé aujourd'hui à de nombreuses reprises en vélo pour aller sur des chantiers, pour aller à mes réunions. C'est tellement agréable. Et en plus, on est à peu près en sécurité. Je dis aussi à peu près, je touche là aussi du bois parce que suffirait que je dise ça dans l'hyper centre-ville et même en vélo assistance électrique, on peut aller un peu loin. On peut monter jusqu'à la rocade. On peut quand même bien avancer. Donc, utiliser le vélo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour tout le monde, pour les bouchons. Et puis pour le reste, utiliser le bus et la gare routière. Nous allons effectivement la développer. Autre et dernière question peut-être, 20h dans 2 minutes, de Sylvie de Marcy, la Biterroise, ma copine qui me pose des questions
chaque Facebook Live, et je la remercie. Bonjour Monsieur Rivin, comment allez-vous? Bah, écoutez, vous le voyez, ça va à peu près bien, même si nous travaillons beaucoup. Plusieurs questions, s'il vous plaît. Ah, ça commence bien. Comment se fait-il que les parents qui travaillent n'ont pas de place pour inscrire son enfant au centre aéré pendant les vacances scolaires? À Béziers, les inscriptions se faisaient à l'année. À l'Est, il faut appeler tous les jours pour voir. Cela fonctionne. Voilà. Cela fonctionne. Votre fonctionnement ne va pas du tout. Merci, chère Sylvie, c'est gentil. Il y en a qui ne travaillent pas et ne devraient pas passer après sans faire de différence. Notre petite fille n'a pas de place nulle part. Elle va faire quoi avec le troisième âge? Je souhaite savoir pourquoi il n'y a pas de boutique H&M ou Zara sur Alès. Qu'en est-il de l'augmentation des parcs pour enfants? Voilà, il y a beaucoup de questions. Alors, des réponses rapides parce qu'il va être 20 h. Alors, sur la première, effectivement, c'est vrai qu'on peut déplorer le fait que les mamans et les papas qui travaillent ne puissent pas avoir de priorité. C'est la loi française. J'y peux rien, il faut la changer là aussi, puisque je ne peux pas, comme dans les cantines, faire un choix par rapport au travail des parents. C'est regrettable, puisqu'il faudrait mettre des priorités par rapport... Ce n'est pas possible. Après, le système est sûrement perfectible. Nous avons un système qui est vu avec la CAF sur la réservation. D'autres villes ont d'autres systèmes. J'ai demandé, il y a maintenant plusieurs mois, aux responsables du service et à la directrice de pôle de réfléchir à une évolution de ces réservations. J'ai bien conscience que c'est très compliqué. Je veux dire aussi que ces 10 dernières années, les demandes ont explosé. Il se trouve qu'il y a 7-8 ans, 10 ans avant le Covid, on avait des places vides. Aujourd'hui, écoutez, nous sommes submergés. Alors, je veux croire que c'est une bonne chose. Ça veut dire que les mamans et les papas travaillent de plus en plus. Effectivement, il faut s'adapter. Un centre de loisirs, c'est des places, c'est des investissements, c'est du personnel. Là aussi, il faut savoir, il faut que j'embauche des agents, on ne les trouve pas partout. Et quant au mode de réservation, là, je suis assez d'accord avec vous, on devrait pouvoir faire mieux. Mais je ne suis pas seul dans la décision. Il faut que je travaille avec l'ensemble des partenaires, notamment ceux qui financent, comme la CAF. Et ce n'est pas très simple parce que vous savez, c'est des choses qui sont mises en place dans le cadre de CTG, Convention territoriale globale, et tout n'est pas aussi simple. Je ne dis pas changer le système. Voilà. Après, il y a des lois que nos parlementaires mettent des priorisations. Je ne suis pas en désaccord total avec ça, même si nous devons d'accueillir tous les enfants de toutes les familles. Pour certains, ça leur fait du bien de se socialiser. Donc du coup, pas de boutique H&M et Zara, écoutez, j'en sais rien, parce qu'ils n'ont pas voulu venir à l'Est, parce que Zara et H&M, ils ne viennent que dans les villes de plus de 100 000 habitants. Et puis, si vous regardez même dans ces boutiques aujourd'hui, beaucoup souffrent. Donc il y a quand même un reflux aujourd'hui de la consommation qui impacte le commerce. J'espère en reparler. J'en ai pas parlé, j'avais pas de questions, mais je veux en parler quand même pour conclure. Le marché provisoire de l'abbaye, venez-y, j'aurai l'occasion aussi, semaine prochaine, de vous proposer un petit parcours à l'intérieur de ce marché où on retrouve des étaliers sympathiques comme tout, des bons produits. Pensez que pour Noël, vous pouvez venir au marché provisoire de l'abbaye. Il faut les accompagner, parce que si malheureusement il y en a qui sont en grande souffrance aujourd'hui, écoutez, ce sera d'autant plus compliqué au mois de mai prochain de venir se réinvestir dans les nouvelles halles qui ouvriront à cette époque-là. Donc venez soutenir nos vendeurs. Alors c'est vrai que c'est pas l'endroit idéal. Je rappelle que beaucoup de villes ont fait le choix de tout fermer. Nous avons fait le choix d'aider et de continuer à avoir un marché, c'est important. Filière courte, qualité, sourire, et on y trouve tout. Donc on va lancer, je pense, des animations pour le mois de décembre, et puis je vous ferai visiter. Et je réponds, oui, on peut se garer. Oui, on peut se garer, je le dis aujourd'hui. Alors, pas du premier coup, il n'y a pas des places vides, et heureusement, ça voudrait dire que la ville est vide. En tournant un petit peu, on trouve des places, on a mis des places d'arrêt minute. Il ne fait pas chaud, je vous rassure, si certains ont cru malin de dire que cet été il faisait chaud, et oui, l'été il fait chaud. Là, en ce moment, il fait très bon à l'intérieur, et vous trouvez des commerçants sympas. Voilà, j'ai dépassé légèrement de 3 minutes, mais je ne voulais pas éluder ce problème. Donc rendez-vous dans quelques jours pour visiter ce marché, pour parler de santé, de sécurité dans ces petits films que je vous propose. Allez sur mes réseaux, regardez pour ceux qui l'ont pas vu. Vous l'avez vu tout à l'heure un petit peu, le petit film, ça fera plaisir aussi aux soignants qui sont interviewés, que j'interviewe dans ces petits films et qui sont exceptionnels. Et puis surtout, continuez à être à ce rendez-vous, posez-moi toutes les questions. N'hésitez pas à m'interpeller dans la rue. Rendez-vous le 31 au Rieux et les mois qui suivent dans tous les quartiers de la ville. Merci à vous, belle et bonne soirée. Bye bye, à bientôt. Au revoir.